Salut, salut. Alors, on va faire le test micro dès le début, comme ça ira plus vite. Ça donne quoi? Niveau micro, on est bien, on n'est pas bien, j'ai pas le retour là. Pas le retour de peur de faire un Larsen. C'est assez emmerdant. C'est cool? Bon bah très bien. Donc, bonsoir. Hein. Ouais, j'ai un peu perdu l'habitude là, ça fait 3 semaines sans stream, du coup, je suis un peu déboussolé, mais on va s'y remettre. Donc. On avait vu les semaines précédentes, la dernière semaine c'était il y a 3 semaines déjà, parce qu'il y a eu pas mal d'événements entre temps. On avait vu rapidement comment faire, d'ailleurs pas avec grand succès, des footprints exotiques. J'ai toujours en tête d'ailleurs de refaire la vidéo propre sur YouTube pour aider. Ah bah salut Franck, salut Nerlock, pour aider tous ceux qui ont besoin. Donc cette semaine j'ai pas vraiment eu le temps de préparer. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps d'ailleurs de préparer les streams qui demandent à être préparés. Faudra que je vois ça. Cette semaine, on va essayer de faire une petite introduction à Cux, parce que comme j'ai joué avec récemment, je vais aller un peu plus loin que d'habitude, je me suis dit que ce serait pas mal. Je vais déjà présenter ce que c'est Cux, expliquer un peu comment ça fonctionne. Et on va essayer de se faire un modèle d'ampli. Alors, attention, un modèle que j'ai toujours pas essayé de tirer ni de tester, donc ça va plus être un prétexte pour découvrir le soft, hein, plutôt qu'un vrai cours de design d'ampli. De toute façon, j'aurais pas le niveau aujourd'hui pour donner un cours de design d'ampli. Peut-être dans 30 ans, on va repasser. Donc voilà, donc ce soir, on va un peu parler Cux, simulation. C'est pas encore le stream que je prévoyais à terme, avec beaucoup de détails sur la simulation. Ça va plus être apprendre à utiliser Cux, faire un peu de simu spice, basse fréquence, et donc un peu de simulation paramétresse plutôt orientée. Et alors, pareil, la semaine prochaine, si j'ai le temps de préparer ça, j'aimerais bien vous faire ça fait un bout de temps que j'en parle, une introduction à OpenEMS, qui est une solution open source de simulation électromagnétique 3D. Ça pourrait être pas mal, je pense, surtout que dans le public, il y a quand même principalement du radio amateur ou des gens en relation avec ce genre de choses. Sinon, petit débrief rapide d'Amexpo, c'était ça l'événement de la semaine dernière. HDA, qui est dans le public d'ailleurs, était là. Une bonne édition, épuisante. On a fini, faut le reconnaître, cassé en petits morceaux, hein, mais c'était plutôt pas mal. Bref, pour ceux qui n'y sont pas allés, n'hésitez pas à venir les prochaines fois. Toujours sympa de voir les copains là-bas. Je vais bouger ça comme ça. Je vous ai en vue en permanence. Donc, on va présenter Cux. Alors, vous voyez, je l'ai lancé ici. Alors, première problématique de Cux, c'est un logiciel qui a connu une certaine période de sommeil pendant très très longtemps, qui est repris maintenant, hein, qui est toujours actif. Mais du coup, il est pas forcément à jour sur tous ses usages de librairie, et notamment sa librairie graphique qu'il utilise. Si je ne dis pas de bêtises, c'est du Qt4, voilà. Qt4, bon, ça commence à dater. Dans les distributions Linux, c'est plus forcément présent par défaut. Donc il y a des tutos sur comment l'installer quand on est sous Linux. Alors, pour une fois, et vous allez rigoler, vous aurez sans doute moins de mal à l'utiliser sous Windows, hein, il va venir prépackagé. Par contre, sous Ubuntu, c'est un peu problématique et on finit vite à devoir recompiler ça, mais il y a pas mal d'aides, et sur le GitHub, il y a notamment pas mal d'informations. Et vous en sortir, et croyez-moi, ça vaut le coup de passer même 2-3 heures à se battre avec, parce que c'est vraiment un très bon simulateur. Alors, pourquoi je dis que c'est un très bon simulateur? Tout est dans son nom. Cux, ça veut dire Quite Universal Circuit Simulator. Alors, pourquoi Quite Universal? Ben, c'est parce qu'en fait, c'est un simulateur assez impressionnant qui supporte un paquet de modes de simulation différents. Alors, c'est pas forcément les choses dans le bon ordre, dans le sens où j'aurais aimé avoir le stream sur la simulation en général avant, pour vous expliquer. J'ai eu le temps de le préparer. Donc on va faire d'abord une petite explication rapide. Il y a plusieurs façons de simuler un circuit électrique en fonction de ce qu'on essaye de voir.
La simulation la plus courante, celle par laquelle on commence, vous envoyez une image, là on va la détailler un peu, c'est souvent la simulation SPICE. Alors, SPICE, c'est une simulation, pour faire simple et pas forcément rentrer dans trop les détails, qui va calculer en chaque point c'est chaque intersection entre composants, il va calculer des tensions et des courants. Tout ce qui est loi de Kirchhoff et ce genre de choses. C'est globalement une simulation, entre guillemets, parfaite. Alors parfaite dans le sens où elle peut simuler n'importe quoi tant qu'on a le bon modèle. C'est-à-dire, elle peut simuler du continu, elle peut simuler de l'alternatif, de la basse fréquence, de la très haute fréquence. Le problème étant toujours d'avoir le modèle. Donc ça, c'est pour SPICE. Et alors, ce CUX, il supporte aussi d'autres simulations. Alors, vous voyez, on va taper en bas à gauche, là. Simu, et vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, il supporte aussi de la simulation numérique. C'est-à-dire qu'on peut faire des blocs de stimuli custom. C'est assez impressionnant, assez pratique. Ça, on va le voir tout de suite, transient et assez simulation. Et aussi, dans le cadre de l'ARF, ce qui va beaucoup nous intéresser, nous, c'est qu'il est capable de faire de la simulation basée sur des paramétresses. Je vais vous expliquer juste après avoir vu SPICE ce que sont les paramétresses, et donc on va faire un petit exemple aussi après, basé sur du paramétresse. Donc voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Vous ne serez pas trop perdu. Ici à droite, on a une feuille où on dessine les schémas. Ici à gauche, vous voyez, composants, on a ici toutes les listes de composants, et la boîte de recherche en bas à gauche. Jusqu'ici, normalement, c'est assez simple. Pas avoir trop de problèmes à suivre. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait de la simulation. Quand on fait de la simulation de circuits électroniques, on se base donc sur un schéma. On crée un schéma électronique comme vous le voyez là, hein. Inductance, kappa, résistance, générateur, et on lance une simulation. Alors une simulation, ça peut être plein de choses. Ça peut être à une fréquence fixe avec un générateur qui génère un signal fixe, ou ça peut être ce qu'on appelle un sweep, un balayage en fréquence. Donc on va prendre le temps de construire un nouveau schéma sur la base de celui-là pour vous expliquer. Donc là, on va faire de la simulation SPICE, donc on va faire de la simulation avec des modèles de circuits qui sont... alors, je suis pas sûr du terme, donc prenez-le avec des pincettes et je vais vérifier derrière, mais des modèles qui sont continus. C'est-à-dire qu'en fait, on va injecter un signal et on va le traiter comme un signal continu. C'est-à-dire qu'on va pas le discrétiser, on va pas faire des points. On va pas rentrer dans les détails tout de suite. Donc déjà, on a dit, pour faire une simulation, il y a une première chose qu'il nous faut, c'est un générateur. Alors dans notre cas, on va mettre un générateur de tension, on va faire simple, hein. On va vous faire un schéma complet pour le moment. À la rigueur, on va peut-être faire un projet complet. Par exemple, je sais pas, un petit ampli audio ou un truc comme ça à l'occasion, si vous avez envie. Donc là, vous voyez, j'ai tapé volt pour tomber sur voltage, et là, il m'a sorti les recherches qu'il a trouvées. Et là, ce qui m'intéresse, c'est AC voltage. Donc, quand on le pose à droite, c'est un composant, d'accord? Ce composant, c'est vraiment un générateur sinusoïdal, là, pour le coup. Donc, il faut imaginer, par exemple, que c'est un générateur à quartz. On lui met une masse, alors en SPICE, c'est très important. Toujours que tout soit référencé à la masse. Alors, vous le verrez, si jamais un jour, vous voulez jouer avec des transformateurs en SPICE, il faut ruser un peu, parce qu'il n'aimera pas si vous n'avez pas une masse de chaque côté. Alors, on rentrera dans les détails si jamais ça nous intéresse un jour. Donc après, on va mettre... on va commencer par un truc bateau, on va mettre des résistances. Donc on va mettre une première résistance par là, une deuxième résistance par là, et pareil, donc on va terminer par une masse. Alors là, la masse, elle est disponible ici, on clique dessus. Pour la faire tourner, tant qu'on l'a sous le bouton, on clique droit, ça la fait tourner. Vous verrez que l'interface est un peu vieillotte. Je pense que ce sera refait un jour, donc c'est normal. On connecte les deux résistances ensemble, on connecte la résistance du haut au générateur. Pour ceux qui reconnaissent ça, on a typiquement affaire à un pont diviseur. Quand j'appuie sur Escape, ça finit l'outil en cours. Là, on va mettre une sonde de tension, donc vraiment
avec comme un multimètre, hein, vous voyez le dessin. Un côté plus, on va connecter sur ce nœud-là, et un côté plus sur ce nœud-là. Et pareil, hein, le multimètre, on va le référencer à la masse. Voilà. Alors, là, on a quasiment tout ce qu'il faut pour faire une première simulation dans Cux. Il va nous manquer la définition même de la simulation, en fait. Donc, si on cherche là, tout à l'heure, je vous ai parlé des différents types de simulations rapidement. Il y en a deux qui vont nous intéresser, là, aujourd'hui. Alors, il y a Transient Simulation. Quand on le traduit en français, c'est simulation transitoire. Alors, le terme n'est pas forcément... Enfin, je comprends pourquoi ils l'ont choisi, mais il n'est pas forcément parlant comme ça. En fait, une transient simulation, ce que ça va faire, c'est que c'est juste sur une échelle de temps. Donc en fait, c'est une simulation qui va donc calculer en chaque point tension et courant dans le temps. Donc c'est-à-dire que ce générateur qui est un générateur AC, à chaque incrément de temps, on va bouger sa valeur, on va calculer chaque point, et ainsi de suite. D'accord ? Donc là, quand on regarde, on a une simulation qui va de 0 à 1 milliseconde avec des intervalles de temps linéaires. Alors quand on double-clique sur un composant, ça ouvre sa fenêtre de propriété. Hein. C'est là où on peut éditer. 1 giga c'est beaucoup trop haut, on va se mettre par exemple à 10 kHz. Sur un espace de 1 milliseconde, ça va nous permettre d'avoir une belle sinusoïde. On aura le temps de voir se développer. Alors, petite astuce aussi, quand vous modifiez une ligne comme ça ici, quand vous la modifiez, il faut appuyer sur Apply pour qu'il applique. Si jamais vous voulez en rajouter une nouvelle, il faut cliquer sur Add et il va rajouter une nouvelle ligne. Bon, ça vous y mettrez aussi après, parce que, pareil, je vous dis, c'est un peu vieux. C'est pas forcément super à jour, ce qui fait qu'on a une interface qui est parfois un peu compliquée. Donc là, on dit OK, et normalement, on est bon pour cliquer ici en haut, là. Vous voyez le Simulate ici, c'est le bouton qui va lancer la simulation. Alors il veut qu'on sauvegarde avant. Je vais sauvegarder là où je mets tout ce qui concerne le stream. Et, j'ai préparé quelques trucs quand même en avance. Voilà. Donc vous voyez, j'ai sauvé ça sous le nom de Live SCH, donc pour le schéma. Et là, il m'a ouvert Live DPL. Alors DPL, c'est pour Display. Alors, c'est normal, quand il finit une simulation et qu'elle se passe bien, il vous ouvre directement la page des résultats. Et alors, la page des résultats, c'est en quelque sorte ce qui fait, je dirais, la force et la faiblesse de Cux. C'est-à-dire que c'est une page où vraiment vous allez être libre d'afficher ce que vous voulez comme vous voulez. Donc le problème, c'est que ça exigera de vous que vous sachiez ce que vous voulez. Donc là, on va faire simple, ce qu'on veut, c'est afficher 2 tensions en temps. Alors pour afficher 2 tensions en temps, il n'y a rien de mieux qu'un repère cartésien. Donc le repère cartésien, c'est quoi ? C'est juste, vous allez avoir un axe Y, un axe X. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme sur chaque axe. Il va afficher l'un en fonction de l'autre. Du coup, il va afficher Y en fonction de X dans notre cas. Donc pareil, quand on pose le repère, donc j'ai cliqué là, avec le carré, il m'ouvre directement Edit Diagram Properties. Et là, on retrouve ce que vous avez vu tout à l'heure, vous voyez. Donc le PR1 et PR2, c'était les probes de tension. Point VT. Alors, qu'est-ce que c'est que point VT ? En fait, il faut savoir que chaque objet dans Cux va avoir des propriétés, notamment les composants. Ils vont avoir un point VT qui va correspondre à une tension, et ils vont avoir un point IT qui va correspondre à un courant. Alors, ça, ce n'est vrai qu'en simulation de transient. Le T étant là pour le temps. On va voir après que pour certaines simulations, il n'y a pas le T. Alors, là, pour ajouter ces 2 mesures, c'est assez simple. On double-clique, vous voyez, il nous les met là. On peut choisir la couleur, la ligne, tout ça. Ici, on peut aller modifier le graphique qui apparaîtra. Et là, on peut mettre les limites des axes. Parfois, c'est pratique parce que par défaut, il essaie de tout faire rentrer dedans. Vous verrez que quand on va attaquer l'ampli RF, c'est assez problématique parce qu'on n'y voit plus rien. Donc là, on fait OK. Voilà. Alors, typiquement, vous voyez, c'est là où l'expérience des simus aide un peu. Quand vous voyez graphique comme ça,
par rapport à ce que vous avez fait, croyez-moi, c'est quelque chose qui va pas. Parce que là, on a des tensions. Et là, on a du temps. Et on avait mis une sinusoïde et on a globalement 0 partout. Alors pourquoi je dis qu'on a 0 partout, c'est parce que quand on regarde, on est exposant moins 15, donc on peut considérer que c'est 0. Donc, que j'ai fait une bêtise. Et cette bêtise, je la connais, il faut retourner là, double-cliquer. Si vous vous rappelez, on a dit qu'on avait ici 10 kHz. Alors, ça c'est une spécialité de la simulation de transitoire. Vous voyez, il y a un step. Et si jamais le pas, ici, en fait le pas, qu'est-ce que c'est? Et donc ici, il va faire écouler le temps de 0 à 1 milliseconde, mais il va la faire écouler en incrément de la valeur de step. Alors comme on lui a demandé une sinusoïde à 10 kHz et qu'on lui a donné un step à 100 micros, on est trop juste, quelque part. Il faut raffiner. Donc, par exemple, si on se met à 1 micro, d'accord? Vous voyez, là, il a recalculé automatiquement le nombre de points que ça va faire. Faut se méfier d'ailleurs, le nombre de points, là, si vous en mettez trop, le simulateur, il finit jamais. Donc là, on lui met un pas plus fin, on relance la simulation, voilà. Là, on est content. On a nos belles sinusoïdes. Et si on regarde, elles sont assez logiques. PR2, c'est ici sur l'entrée, c'est le rouge. Donc on retrouve bien les 1 volt pic-pic qu'on a spécifié ici. Attention, on peut faire de bêtises. Là. On a les 1 volt pic-pic qu'on a spécifié ici. PR1, c'est au milieu du pont diviseur, qui divise par 2. Alors, est-ce qu'il faudrait 2 fois Fmax? Alors, je vois qu'il y en a qui suivent. il y en a qui ont révisé Shannon avant de non pas Shannon, disons plus Nyquist avant de venir. Hein. Ouais, effectivement, il faut 2 fois Fmax. Honnêtement, quand on fait de la simulation transitoire, je conseille généralement au moins 5 à 10 fois Fmax en fait. C'est pas nécessaire, mais c'est pour la visualisation de résultats, c'est mieux. Il vaut mieux, à la rigueur, si ça fait trop de points, il vaut mieux descendre l'espace de temps qu'on cherche à représenter et augmenter la résolution. Notamment parce que généralement, ce qu'on fait avec la simulation transitoire, c'est que justement, on essaie de trouver des transitoires, donc Fmax, on le connaît pas toujours. C'est-à-dire, par exemple, parfois il y a des pics assez violents qu'on veut retrouver, notamment sur des systèmes à base de transfo et autres. Donc ça c'est autre chose à voir, on le verra pas aujourd'hui aussi, mais par exemple quand on double-clique là, il y a toutes les conditions, on appelle les conditions de simulation, parce que mine de rien, les simulations, ce qu'elles font, c'est résoudre des équations, notamment des équadifs, et du coup il y a toutes les solutions, enfin pas les solutions, mais toutes les conditions de départ, tout ça qu'il faut toucher. Généralement tout simulateur sérieux, et Cux en fait partie heureusement, se démerde pour fournir un set qui est fonctionnel dans les 3/4 des cas. Si jamais un jour vous commencez à devoir toucher ici, là, notamment les méthodes d'intégration, tout ça, vous êtes vraiment dans un cas particulier que vous avez plus besoin de moi parce que c'est que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Mais oui, donc bonne remarque, il faut au minimum 2 fois la fréquence max. Et donc comme je disais, on retrouve ici le pic-pic divisé par 2. Alors bon, c'est un exemple bateau, d'accord, qui va nous servir à dériver le reste. C'est-à-dire qu'on va enlever une des résistances, on va changer la valeur de celle-là pour la mettre à 1. Alors pourquoi je mets une résistance d'1 ohm ici? Vous allez le voir, c'est pour éviter les cas bizarres où on aurait par moment un courant infini ou une tension infinie. Donc je mets une résistance de 1 ohm, on va faire un petit schéma classique, donc là je tape ind, donc pour inducteur. Alors je sais pas s'il existe en français, Cux. Cependant je vous conseille de faire l'effort de l'utiliser en anglais si jamais vous y mettez. Parce que tous les documents, tout est en anglais. Il n'y a déjà pas forcément beaucoup de documents clairs et simples. C'est marrant, hein, parce que vu la puissance du logiciel, ça reste un logiciel qui est assez confidentiel. Du coup, vous allez plus trouver de documentation en anglais. Donc là, on va se faire un circuit résonant, que les amateurs de radio connaissent bien. Bon, alors là, ça va être vachement trop en fait. On va mettre un micro Henry et un pif. Ah, tout seul en français. Ah bah donc c'est qu'il existe en français. Je te conseillerais d'essayer de le passer en anglais. Mais après bon, si tu t'en sors en français, c'est tant mieux. Donc voilà, donc là on va tester quelque chose d'intéressant. Donc vous avez vu qu'on avait la simulation en transitoire. D'ailleurs si on la relance maintenant, vous voyez qu'on a quasiment
Alors ça c'est... Oui mais c'est logique, effectivement, vous voulez avoir des composants. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un autre type de simulation rapidement, qui sera déjà plus utile à tous ceux qui font de la radio, ou de l'audio, ou du filtrage. On va faire ce qu'on appelle de la AC simulation, donc de la simulation en régime alternatif. Et là on change de type de simulation, donc cette simulation, il faut bien comprendre un truc, elle va utiliser les mêmes générateurs que la simulation en transitoire, c'est-à-dire qu'elle va utiliser lui dans notre cas. Sauf que vous voyez, ici le start et le stop, c'est plus du temps, c'est des fréquences. Et ça, c'est très très intéressant quand on veut tester notamment des filtres BF par exemple, ou même HF d'ailleurs on peut, hein. C'est juste parfois plus compliqué, mais quand on veut tester des filtres BF, faire un petit ampli audio et tout, c'est super, parce qu'avec ça, vous voyez, on va pouvoir balayer en fréquence, et on va avoir une information de réponse en fréquence. C'est assez pratique dès qu'on est dans ce genre de domaine. On va commencer à 1 MHz, on va pas monter aussi haut, ça sert absolument à rien, on va monter à 500 MHz, et on va mettre une centaine de points. Voilà. Donc là, si je lance ce truc là, maintenant, alors, petite astuce, vous pouvez faire clic droit et désactiver. Ça désactive la simulation ou l'objet qu'il y a. Ça marche même sur les composants. Par contre, sur les composants, des fois, ça fout la grouille. Parce que si vous le faites là, désactiver, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut qu'il mette un court-jus? Est-ce qu'il faut qu'il ouvre? Donc, je vous conseille de le garder pour ce genre de choses, ou pour désactiver des probes, ou des trucs comme ça. Donc, nous, on va laisser tourner les deux en même temps. On va lancer la simulation. Donc, vous voyez, il me ramène à chaque fois ici. Sauf qu'on va mettre un deuxième, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, un deuxième affichage cartésien. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, il y a des nouveaux qui sont apparus, PR1V et PR2V, donc c'est toujours nos sondes de tension. Sauf que là, vous voyez, en size, donc la size, vous voyez, en fait, ça prend une variable, ici il y a 100 points. Vous vous rappelez, on avait donné 100 points en fréquence et 1001 points en temps. Et du coup, vous voyez qu'en fait, il a pris ici la size de AC Frequency. Et AC Frequency, ça a été attribué automatiquement par, justement, la simulation AC. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait la même unité. On est en volts, mais on n'est pas en volts dans le temps. Je veux dire dans le temps, c'est mieux. Donc, on les ajoute, comme j'ai fait tout à l'heure, mais on ajoute que ces deux-là. Et on dit OK. Et là, vous voyez, on a un graphe qui est sympa parce que on a un graphe qui nous dit qu'on a une résonance, notre circuit. Où est-ce qu'elle est cette résonance? Elle est à mon avis, ça c'est un problème de... Je pense qu'il y a un petit problème de marqueur. Il faudrait que je cherche pourquoi, parce que ça c'est pas normal qu'il fasse ça. Normalement là il est pas à 157. Donc, ça m'étonne parce que ça normalement ça devrait nous donner 159 MHz. Bon, on fouillera après. En tout cas voilà, donc vous voyez qu'ici, ce qu'on voit, c'est qu'il nous a fait la même chose que tout à l'heure, sauf qu'il nous l'a fait avec un balayage en fréquence. Alors, ce qui est sympa en plus, c'est que là, vous pouvez laisser ce qu'on a réglé tout à l'heure, la fréquence, là, elle n'est pas utilisée en AC simulation. Donc si vous laissez les deux en même temps, c'est pas grave. Il va continuer à faire la transient avec ici. Et la AC simulation, il va balayer tout seul F, sans s'occuper de la valeur que vous avez mis. Donc là, vous commencez peut-être à percevoir l'intérêt d'un tel simulateur, c'est-à-dire que par exemple, si à un moment vous voulez faire, je sais pas moi, un filtre audio passe-bande à je ne sais quelle fréquence, que vous n'êtes pas tout à fait sûr de votre coup, vous pouvez rentrer vos composants ici, et vous pouvez tout simplement le simuler, sans avoir à le prototyper, ce qui peut être parfois un peu plus compliqué. Alors, certains me feront remarquer à juste titre que là pour le moment on utilise des composants parfaits, c'est vrai, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai mis une résistance de 1 ohm ici, pour éviter qu'à la résonance on ait des résultats étranges, parce qu'un simulateur, comme c'est de la résolution numérique, il sait pas gérer l'infini. Donc pareil, si à un moment vous voyez apparaître dans vos simulations SPICE des valeurs à 10 puissance 125 volts, ou pareil en courant, c'est qu'il y a un souci. Ah d'ailleurs, en parlant de courant, on va faire la même chose pour vous montrer. On va prendre une current probe, on va la mettre ici, donc là on a besoin d'en mettre qu'une, parce que je vous rappelle que dans une branche le courant est le même partout. On relance la simulation, alors là il relance la simulation, ça va très vite, parce qu'en fait, j'ai quasiment pas de... comment dire...
j'ai quasiment pas de points. On va remettre un repère cartésien. Alors, honnêtement, dans Cux, je vous conseille soit de remettre un repère cartésien à chaque fois, soit d'apprendre à jouer avec les différents axes, notamment l'axe gauche et l'axe droit, pour pouvoir afficher des données différentes. Parce que par exemple, quand vous affichez du courant et de la tension sur le même graphe, c'est souvent assez compliqué de faire en sorte qu'il s'affiche correctement si vous les gardez sur un seul axe. Donc là, on va mettre le courant. Alors, le courant en temps déjà, juste, comme ça. Hop, vous voyez, oula, voilà, là, vous voyez. Là, faudrait fouiller, je sais pas pourquoi il y a ça, il faudrait regarder, je pense. Soit il y a une condition de départ, soit il y a quelque chose d'étrange. Non, bah en fait, c'est qu'on est très très proche de 0, en fait. C'est oui, ce qui est évident. Du coup, là, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous voyez ce genre de résultat, regardez vite votre échelle et ce genre de choses. Et là, en fait, ça, c'est 0. Et... Parce qu'en fait, c'est vrai que là, je crois que j'avais mis 100 kHz, donc il n'y a rien qui passe là. Et donc, après, je voulais en remettre un autre. Celui qui m'intéresse le plus là pour le moment, c'est en fréquence. Donc pareil, là on prend celui qui est basé sur la fréquence, on dit OK, et voilà. Là vous voyez, on a le courant en ampères ici. Pareil, même échelle de fréquence, on est rassuré, la résonance a lieu au même endroit. Bon. Voilà, ça c'était pour le côté Spice de Cux. Du coup, j'avais dit que Spice, j'en parlerais à travers de LT Spice, mais en fait, il n'y a pas besoin. Cux est en fait beaucoup plus agréable à utiliser que LT Spice, à tel point que je pense que je n'utiliserai bientôt plus LT Spice. Il faut savoir une chose, c'est que Cux aussi est super sympa, notamment parce que il a énormément de modèles de composants compatibles Spice. Alors celui-là, non bah celui-là c'est un modèle générique qu'il faut paramétrer en fonction de ce que vous trouverez chez le fabricant, mais alors tout à fait sûr de où est-ce qu'on les trouve, enfin vous les trouverez, mais il a énormément de modèles qui sont embarqués, et après des modèles Spice vous en trouverez énormément chez tout ce qui est NXP, Onsumi, ils les fournissent quasiment tous. Tout ce qui est BF, vous trouverez les modèles Spice, sans aucun souci. Alors pourquoi je parle autant de modèles? C'est parce que Spice, comme toutes les simulations, ne donne des résultats qui ne peuvent atteindre que la précision des modèles qui sont utilisés. C'est-à-dire que si vous utilisez ici des composants parfaits, je viens de le faire, très très pratique pour modéliser un concept, une idée. Par contre, vous attendez pas à ce que ça marche correctement. Alors j'avais écrit une vieille série de posts de blog quand j'avais essayé de faire mon propre driver de LED où mes simulations marchaient, et en réalité j'obtenais pas du tout les mêmes résultats, et c'est parce que j'avais fait l'erreur de pas mettre le SR de mes kappas, faisait perdre quand même 300 mA, soit 30% de la sortie du driver. C'est pour vous donner une idée. Donc ne pas oublier ce genre de choses. Alors, je vais pas vous le montrer tout de suite, mais parce que déjà je suis pas tout à fait sûr de comment on fait, mais dans le pire des cas, soit vous rajoutez une résistance en série, ce qui est vraiment chiant. Moi je sais qu'il y a une façon de rajouter le SR ici, bon on peut regarder parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé pour du Spice. Et je sais plus comment on fait pour mettre les parasitiques. Vous voyez, il y a même une app note de ST qui parle de Cux, quoi. C'est pas beau. Tac. Ah bah. Bon, on regardera ça plus tard. J'essaierai de retrouver comment on fait parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de Spice. Donc on regardera plus tard parce que je voudrais passer à la suite. Va plus nous intéresser pour le coup qui est de la RF. Donc prochain stream, je vous refais comme j'avais fait pour Freecad, une petite mise au point pour ajouter ce qu'on appelle les parasitiques sur le composant. Donc, on va passer. Alors, première chose, je voulais parler, alors n'ayez pas peur, je voulais parler paramétresse. Donc avec un joli schéma qui est tiré d'un truc sur lequel je bosse en ce moment. Hein. D'ailleurs, HDA, t'en es où de ta lecture? Je rigole. Hein. Mais c'est pour la calibration du VNA, et justement je suis en plein dedans sur paramétresse et tout ça. Donc
On va en discuter un petit peu. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est le fichier de paramétresse que vous allez trouver avec certains composants, et surtout comment vous pouvez l'utiliser. Parce qu'après tout, c'est ça qui va nous intéresser. Et là, on va aller là. Et on va prendre celui-là. Celui-là qui était intéressant. Voilà. Donc, pour ceux qui ont fait un peu de RF, ça doit vous rappeler des choses. Quand on va appeler ça un générateur qui émet un signal A1 part dans un bloc, là j'ai mixé un transistor mais ça peut être n'importe quoi, on a une partie du signal qui est reflétée et une partie du signal qui traverse. La partie du signal reflété dépendant de ce qu'on va appeler l'adaptation, donc c'est-à-dire dépendant du rapport entre l'impédance d'entrée du composant et l'impédance de la ligne, ou du composant précédent. Je fais rapidement parce que c'est au-delà du scope de ce stream, de parler de ça, mais c'est nécessaire. Et en fait, ce qu'on peut faire pour simplifier les calculs, c'est représenter un composant, donc une boîte noire, ça pourrait même être un filtre complet, par ce qu'on appelle ses paramètres S. Ces paramètres S, c'est le coefficient de réflexion en fait. C'est donc la quantité complexe, n'oubliez pas que c'est complexe, reflétée de ce qui rentre, de ce qui sort et de ce qui traverse dans les deux sens. Alors, méfiez-vous, mon schéma, moi j'aime bien les faire comme ça, mais c'est pas standard. C'est-à-dire que là, vous voyez, le paramètre S il traverse comme ça, alors que normalement vous les verrez plus souvent avec des paramètres S qui passent comme ça, qui ressortent ici, et inversement. Méfiez-vous entre mes schémas. Il y a une raison, si je fais comme ça, c'est pour les calculs, ça simplifie, mais pour la représentation des calculs, mais par contre ça correspond pas aux paramètres S que vous trouverez dessinés dans les autres documents. Donc, pour faire simple, un transistor, on peut le représenter par ses paramètres S. Qu'est-ce que ces paramètres S vont nous permettre de faire de manière plus rapide? C'est de calculer ce qu'il faut pour accorder le transistor avec sa sortie et son entrée. Pourquoi? Parce qu'en fait les paramètres S ils représentent le signal qui rentre, qui traverse, et ils vont nous permettre de détecter certaines conditions dont on ne veut pas. Par exemple, un signal qui rentre à une certaine fréquence, avec une certaine phase, dont une partie traverse, et à cause des réflexions, revient en phase, augmente l'amplitude du signal en entrée, et là vous avez un oscillateur. Donc, typiquement, on va voir qu'on peut faire ce genre de choses plus rapidement avec Hux. Alors, le problème, c'est que je me doute qu'il sur cette partie-là, clairement, faut avoir fait un peu de radio parce que j'ai vraiment pas le temps de rentrer dans tout ça. Et qu'en fait, on n'a vraiment pas le temps parce que quand on commence à parler paramétresse, on finit avec ce genre de document. Donc, peut-être que ça vaudra le coup de faire un stream, mais dans ce cas-là, je le ferai avec HDA en même temps. Pour le coup, il sera plus à l'aise sur le sujet. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un bloc de paramètres S. Et en fait, les fabricants vont vous fournir ces paramètres, parce que ces paramètres, ce sont des paramètres qui sont mesurés sur le composant à sa fabrication. Donc, mesurés, ou en tout cas ils en mesurent une partie, et après ils sont considérés comme valides pour toute la production. Donc, un fichier de paramètres S, à quoi ça ressemble? Alors, déjà le vrai nom de ces fichiers, c'est ce qu'on appelle un fichier touchstone. Touchstone. Bref, je l'ai noté là, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est ici, touchstone. C'est un format de fichier, attention, accrochez-vous, à l'ancienne, qui doit dater des années 60 ou 70, qui est nul pour être parsé, mais qui par contre a l'avantage d'être lu par un être humain. Donc là, vous voyez le fichier. Les points d'exclamation, c'est des commentaires. Souvent, il y a un en-tête. Dans notre cas ici, CEL, c'est le fabricant. La référence du MOSFET qui nous intéresse, c'est le CE3512K2. Donc, il nous lise N-Channel SJFET. Et là, il nous donne un autre paramètre qui est intéressant. C'est pour une tension drain source de 2 volts et un courant de drain de 10 milli. Parce que les fichiers de paramètres S, et c'est là le problème par rapport aux simulations que j'appelais continues, comme Spice, c'est qu'ils ne sont mesurés qu'à un seul point. C'est-à-dire ici, les paramètres que vous allez trouver là,
sont des paramètres qui ne sont valides que s'il y a 2 volts sur le drain source et un courant de drain de 10 milli. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir fait un bias sur son transistor qui amène le transistor à ces valeurs-là. Toute autre valeur de bias posera problème, ce ne sera pas les mêmes. Et on le voit ici, il y en a plusieurs, vous voyez, 3 volts, 20 milli, 3 volts, 30 milli. Donc il faut faire bien attention, pardon, quand on travaille avec ce genre de fichier, à se mettre au bon bias, sinon vous aurez des résultats qui n'ont pas de sens. Alors on va parser rapidement avec les yeux le fichier. Ici, ça c'est très important, cette ligne, les lignes qui commencent par dièse, elles donnent les paramètres. Ça nous dit ici que c'est des hertz sur la première colonne, que la deuxième colonne, enfin ça nous dit que c'est des paramètres S, parce que des fois c'est pas des paramètres S, parfois on peut avoir des fichiers de paramètres Z ou de paramètres Y qui représentent exactement la même chose, mais d'une autre manière, hein, pour faire simple. La MA, ça veut dire que c'est en magnitude et en angle que c'est donné, donc c'est pas du complexe directement, c'est vraiment une notion d'angle. Donc il faut revenir, enfin en tout cas c'est une notion polaire, c'est une notation polaire, c'est pas la notation cartésienne. Si vous voulez manipuler, souvent il faudra revenir à la cartésienne. Et là, R50, c'est à part C, ça nous donne l'impédance caractéristique de la mesure. Parce que quand on mesure des paramètres S, ici, donc supposons que je veuille les mesurer, hein, on oublie le générateur, on oublie l'antenne, on va les mesurer avec une impédance caractéristique ici, pour avoir des réflexions contrôlées. Parce que, en fait, il existe d'autres matrices dont je parlais tout à l'heure, dont j'ai parlé rapidement, et notamment les matrices Z, tout ça qui sont mesurées soit avec des courts-circuits, soit avec des circuits ouverts, et on ne peut pas faire ça avec des transistors. Bon, on rentrera dans les détails dans un autre stream si ça vous intéresse. Pardon. Décidément, c'est pas la bonne saison pour streamer. Donc voilà, donc là on voit qu'on a à plein de fréquences des mesures de paramètres S. Et alors ce fichier, autre chose intéressante qu'on aura peut-être le temps d'aborder ce soir, ils ne l'ont pas tous. À la fin, là vous avez des commentaires. En fait ça ce sont des mesures de bruit. Ça c'est plus spécifique. Pour le coup c'est très spécifique RF. Ici c'est des mesures qui ont été faites à certaines fréquences. Facteur de bruit du transistor à une adaptation spécifique. Donc on va voir après de quoi il s'agit. Il faut savoir qu'ils ne sont pas partout. Par exemple sur ce transistor là, on a des chiffres assez impressionnants, hein, puisque globalement si je lis la première ligne, 8 GHz, on a 0,28 dB de facteur de bruit à un certain matching, hein, une certaine adaptation. Et en fait, il faut savoir que ils ne le fournissent pour ce transistor que dans le meilleur des cas, voilà, vous voyez, à la fin de l'autre, on l'a pas. En fait, ils ne l'ont fourni que dans le cas qui correspond au joli chiffre de la tâche. Et pour tous les autres cas, il faudra soit les recalculer, enfin les remesurer vous-même d'ailleurs, parce que vous ne pourrez pas les recalculer facilement. Et quand je vous disais que c'est un vieux format de fichier, ici, à part les 2 lignes de commentaires qui sont complètement optionnelles, la seule chose qui permet de savoir qu'on a une information de bruit quand on le parse, c'est qu'ici, on a la première fréquence qui est forcément inférieure ou égale à la dernière de la mesure de paramètre S. Bref, on va pas aller plus que ça là-dessus, c'est pas grave. Donc, comment ça s'utilise les paramètres S? Ben déjà, on va faire un nouveau projet. Et on va se mettre cette fois dans le bon répertoire. Ah oui, c'est vrai que c'est du simple clic parce que c'est un vieux Qt. On va se mettre là. Et ça amp. Voilà. Donc, quand on veut utiliser des paramètres S, ici, alors, file component, to port S parameter. Alors, ouais, j'ai oublié de vous en parler, mais les paramètres S, en fait, ça se mesure entre des points. Et là, vous voyez, c'est un 2 ports. On le voit parce que il a 4 mesures qui correspondent à ce que vous avez vu tout à l'heure. S11, d'accord? Les traversées S22. S'il y avait eu un 3e port, il y aurait encore plus de mesures. Il y aurait une mesure entre chaque port. Alors, il y a quelque chose qui va peut-être vous surprendre, c'est que j'ai dit qu'il n'y a que 2 ports, mais il y a un port de ref. Parce qu'en fait, les 3/4 du temps, quand on mesure les paramètres S d'un transistor, on mesure entre les 3 pattes du transistor, évidemment. Et en fait, il y a des fonctions et des équations qui permettent de passer de 3 ports à 2 ports
plus une ref. En quelque part, tout ce qu'on va venir mettre entre ici et la masse va venir modifier le comportement des paramètres S au-dessus. D'accord? Donc nous, on va juste mettre une masse, déjà pour commencer. Et donc là, c'est un bloc, vous voyez, qui attend un fichier. Donc on double-clique dessus, ça nous ouvre la fenêtre. On a File ici, on peut directement aller naviguer pour le retrouver. Donc on va sélectionner celui que je vous ai dit avec le bruit. Ça va être assez important pour le reste de l'exercice. Donc c'était le 2 volts 10 milli. Voilà. Hop, vous voyez, alors pareil, comme tout à l'heure, les paramètres S, c'est un système de simulation, alors qui par contre lui est discrétisé, comme vous l'avez vu, c'est des mesures en chaque point. Du coup, quand vous allez lui demander des fréquences ou des points qui ne sont pas alignés sur sa grille, il va avoir des fonctions d'interpolation pour essayer de trouver les points qui vont bien. Donc là, on va pas y toucher, parce que déjà je ne sais pas exactement ce qu'il faudrait mettre pour améliorer ou pas. On va le laisser par défaut. Par contre, les données, on va regarder après, mais je crois qu'on peut lui laisser comme ça, mais non, sinon il faudra passer en poilard, on va voir. Donc là, ah oui, ouais, j'ai fait la bêtise que je vous ai dit. Il ne fallait pas faire tout à l'heure, c'est qu'il faut cliquer sur Apply, sinon il met pas à jour le champ. Vieille interface, tout ça, tout ça. Dans le fichier, voilà, Apply, pouf. Donc bon, voilà, on va recliquer, double-clic, on va lui dire de pas l'afficher, parce que sinon c'est embêtant, voilà. Là, on a notre transistor. Q1, ça m'embête qu'il s'appelle X1. Voilà. Donc on a notre transistor, et ce qui serait bien, c'est qu'on puisse les afficher, ces paramètres. Juste comme ça, pour voir. Une façon de faire qui est simple, c'est de choisir. Alors ici, on va choisir un power source. Alors pourquoi? Parce que power source, c'est le générateur que vous avez vu tout à l'heure, mais c'est celui qui est compatible avec la simulation en paramètres S. Si vous prenez les autres, ça va pas marcher. Parce qu'en fait, là, c'est pas qu'un générateur, vous voyez, il contient une notion d'impédance caractéristique, c'est-à-dire qu'il a une résistance en série, 50 ohms parce qu'on fait de l'ARF, mais si par exemple vous voulez faire de l'analyse sur, je sais pas moi, par exemple un chemin vidéo avec des paramètres S qui ont été faits en 75 ohms, vous mettrez tout votre système en 75 ohms, donc vous changerez ici, vous mettrez 75 ohms. Pareil, si vous voulez faire de l'audio à 300 ohms, vous pouvez aussi. Je sais pas si vous trouverez des paramètres S à ces fréquences-là, mais bon. Ici, vous avez la puissance disponible, le générateur fournit. Bon, alors sa fréquence par défaut, nous dans ce qui nous intéresse, on s'en fout, on n'y touche pas, parce que pareil, comme tout à l'heure, il va balayer tout seul en fréquence, et la température. Alors, la température, on va me dire pourquoi, tout ça. Alors la température, elle est intéressante dès que vous avez un fichier de paramètres S comme on a là, qui a les infos de bruit. Parce qu'il va être capable, dans une certaine mesure, d'en tenir compte, calculer les bruits du système. Donc pour le moment, on laisse tout ça en place. Il s'appelle 1, lui s'appelle 2, on les relie à la masse en dessous, ça, et on va les connecter aux deux ports de notre transistor. Et alors, et bien en faisant ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit que les paramètres S, c'est des mesures qui ont été faites avec un générateur qui a une impédance caractéristique de 50 ohms, et ici, un appareil de mesure qui a une impédance caractéristique de 50 ohms. Histoire de caractériser dans un environnement 50 ohms. Donc techniquement, là, le schéma que je fais, c'est le même schéma que ce qui a été utilisé dans leur test. On a un générateur et récepteur 50 ohms en fait, il part les deux. Il va alterner. Pareil de ce côté-là. Donc maintenant, il nous faut pareil définir la simulation comme tout à l'heure, sauf que cette fois on est sur une simulation de paramètres S. On va lui donner là, et là vous reconnaissez, il a un balayage en fréquence. Donc, par exemple, on va faire 100 mégas 20 gigas. Et on va lui demander 100 points. Maintenant on lance. Comme tout à l'heure on a lancé, ça s'est bien passé, il nous amène sur la fenêtre de display. Alors, les paramètres S, ils sont intéressants à afficher en complexe. D'une manière générale, sachant que c'est des coefficients de réflexion, c'est la bague de Smith. On voit déjà qu'il commence à se tenir la tête et à avoir mal partout. Ne vous inquiétez pas, la bague de Smith, quand on l'utilise pour s'amuser, il est cool. Donc il n'y a qu'à l'école que c'est emmerdant ce truc-là.
Donc, dans la bague de Smith, on va juste retenir que c'est fait exprès pour ça, pour afficher des coefficients de réflexion complexes, que là, vous voyez, c'est exactement ce qu'on a. S11, S12, S21, S22, si vous vous rappelez, c'est ce qu'on retrouve là. S1, la réflexion entrée, S22, la réflexion sortie, on devrait plutôt dire d'ailleurs port 1 et port 2, et les traversées. Alors, oui, les traversées, petite astuce pour ceux qui s'en rappellent pas ou qui le savent pas, faut les lire à l'envers. S21 c'est port 1 vers 2, S12 c'est port 2 vers 1. On prend le deuxième nombre, c'est l'origine, le premier nombre, c'est la sortie. Ça s'explique d'ailleurs, hein. C'est pas... En fait, là, je suis passé vite dessus parce que ce sera le sujet d'un autre stream, je pense, mais en fait, ça vient de l'explication matricielle. C'est parce que ça se représente sous forme de matrice, hein. C'est pas par hasard que ça a été nommé à l'envers. Donc voilà. Et alors là, on est content, on a une jolie rosace. Vous vous rappelez le spirographe? C'est pareil. C'est complètement au hasard. Non, je rigole. Bon. Alors, par contre, là, on tombe exactement dans ce que je vous disais tout à l'heure sur l'échelle et le zoom des affichages. Vous voyez là, il y a un cercle en noir, ce qu'on appelle le cercle unité. Alors, le cercle unité, d'accord, c'est le cercle où quand vous prenez le carré, la valeur absolue du nombre complexe, tout nombre complexe qui se trouve sur ce cercle, la valeur absolue vaut 1. Vous voyez, je sais pas si vous vous rappelez en trigo, c'est vraiment le cercle unité. Et vous voyez, on peut en déduire quelque chose d'intéressant déjà, de cette erreur de zoom. Vous voyez ici on a une traînée qui est vraiment très loin du cercle unité à l'extérieur. Pire, chose qui fait plus que 1. Ben, si on regarde bien, c'est le S de 1. Qu'est-ce qu'on a dit? S de 1, c'est port 1 vers 2. Et on parle bien d'un transistor. On parle donc d'un amplificateur. On parle donc bien du fait que le chemin qui rentre, alors pour le coup, sur sa gate, sur sa base, et qui ressort avec du gain. Un gain supérieur à 1. Et donc on peut le voir tout de suite. Pour nous, ça nous embête. Parce que du coup, on n'y voit plus rien. Donc déjà, on va l'enlever parce qu'on va pas pouvoir le représenter dessus. Ah, voilà, vous voyez, là, il a rescale tout seul. On a le cercle unité qui est là au centre. Là, on a, ça s'appelle des locus, je crois, des locus. Et si on met un marqueur, par exemple, par intérêt, on va mettre un marqueur là, vous voyez. Ici, on est à 20 Go, donc on a le coefficient de réflexion à 20 Go. En plus, que c'est sympa, il nous calcule automatiquement l'impédance équivalente. Donc vous voyez, on a 54 ohms plus J72, alors vous inquiétez pas, c'est des nombres complexes, c'est normal. Et si on clique ici, vous voyez, si on met un marqueur là, on se rend compte que là, on est à 300 mégas, et on a l'impédance à 300 mégas qui est là, très loin du centre. Je vous rappelle que la bague de Smith, quand vous êtes accordé, que vous êtes au centre ici. D'accord ? Quelle que soit l'impédance de référence, vous êtes au centre. C'est normal, hein, parce que le centre c'est 0, donc c'est que vous avez 0 réflexion. Encore une fois, c'est des coefficients de réflexion à la base. Par exemple, là, on a un qui passe très proche du centre, vous voyez. Voilà. Il est très proche d'un 50 ohms. Donc voilà. Alors pour mettre les marqueurs, c'est ici. C'est pas terrible, hein, honnêtement, les marqueurs, c'est une chose à améliorer, je pense. Et après, vous pouvez les déplacer en les tirant comme ça. Là, on a déjà quelque chose d'intéressant. Alors, ce qui pourrait être sympa aussi, c'est d'afficher notamment le S1, le S2, enfin le S1, le S22 et le S21 en termes d'amplitude, de magnitude. Donc ça, Kux il est très puissant là-dessus, il faut retourner sur le schéma, vous voyez, et on va rajouter un bloc d'équations. Voilà. Alors ce bloc d'équations, il est vachement cool parce qu'on va pouvoir y définir des variables qui vont contenir, on a demandé en équation, et après on va pouvoir réutiliser ces variables dans l'affichage. Donc par exemple, supposons que j'ai envie d'afficher ce qu'on voit typiquement sur un analyseur de spectre, pas de spectre, de réseau. Supposons que je veuille afficher le S11, mais cette fois en termes d'amplitude, donc on va juste taper dB. Alors S, c'est une variable qui va auto-remplir interne en fonction des paramètres S, donc en fonction de L de la simulation. Et on va lui demander port 1 vers port 1. Là, globalement, on va avoir ce que vous verrez appeler le nom de return loss. Alors,
dans les sémantiques, tout ça, est-ce qu'il faut un moins, tout ça, je rentrerai pas dans le débat. On relance la simulation. Alors là, comme on a dit, ça va être une amplitude, donc on va plutôt, ça peut être des nombres complexes, donc on va plutôt mettre un repère cartésien, et vous voyez, il est apparu là. Quand on regarde, ici, pouf, voilà. Donc là, on a S11, mais exprimé sous forme en dB, et surtout dans sa forme, comment dire, dans sa forme, ah, je perds mes mots, au carré, quoi, sa valeur absolue. Voilà. Donc, on a ce premier point. Là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, vu que c'est un ampli, on va faire les choses assez simples, mais en gros, supposons qu'on veuille faire un ampli, on va pas forcément s'occuper de la stabilité, parce que je vois qu'il est 22h20, quoi, même pas avoir le temps de s'occuper de ça, ça passe trop vite, mais supposons qu'on veuille matcher l'ampli, par exemple son entrée à, bon, on va dire, combien ça c'est 10 Go 200, ouais, parfait. Supposons qu'on veuille avoir l'ampli 10 Go 200, donc on va afficher plusieurs choses, on va afficher des choses intéressantes. Alors par contre, il faut que je vous rappelle quelque chose, c'est que là, pour le moment, je vous ai dit que les paramètres, c'était ceux du transistor. Ce qui est vrai parce que port 1 et port 2 sont connectés directement au transistor. Faut pas oublier que dès lors qu'on va mettre des choses ici et ici, port 1 et port 2 ne reflèteront plus le transistor, mais ils reflèteront ce qui est vu à travers le réseau d'adaptation. Faut pas l'oublier, vous l'oublierez sans doute, vous vous ferez avoir comme moi parfois, mais c'est pas grave. Donc on va se décaler là, vous allez comprendre vite pourquoi. Ici, je vais rajouter quelques autres équations sympas. Donc, on va rajouter S de 1 qui va représenter le gain. Vous voyez, là, il faut cliquer sur Add cette fois pour rajouter une nouvelle ligne. S de 2 va représenter l'adaptation de sortie. On va pas se préoccuper dans l'autre sens pour le moment. Voilà, et on va les rajouter sur celui-là. Notamment lui, on va le rajouter et on va le mettre en rouge. Ça va nous intéresser. Ça va nous donner notre information de gain. Voilà, vous voyez. Donc là, on a le gain, vous voyez, il est largement supérieur à 1. Ici, on va pas rentrer dans les détails tout de suite, mais ici, il y a quelque chose qui est très ennuyeux. Vous pouvez déjà savoir, là, quand il y a le S1 dépasse 1, il y a quelque chose de pas normal. Donc soit le modèle n'est pas bon, c'est fort possible, parce que si vous regardez le fichier, il descend pas aussi bas, il descend absolument pas à 100 mégas, il commence à 2 gigas. Donc il est possible que la courbe qui fait l'interpolation, donc qui devine des nouvelles valeurs, les plus de sens à 100 mégas, là vous imaginez bien que il approxime, on sait pas comment, donc disons que vous pourrez pas utiliser ces données aussi bas. D'ailleurs, on va tout de suite faire en sorte de pas se prendre les pieds dans le tapis plus tard, on va se mettre à 2 gigas minimum, hop, voilà. Ça, on voit plus le problème. Et là, vous voyez qu'on a donc le gain, c'est lui qui est vraiment supérieur à 1 dB. Donc on a dit qu'on voulait se mettre, on va se mettre à 10 Go hein, pour faire simple. Donc, si on veut faire une adaptation à 10 Go, une façon assez sympa de faire, c'est déjà d'afficher, alors tabular, c'est pour un tableau de données, vous voyez, et ça c'est super cool, parce qu'on va pouvoir afficher le S11 là, en premier lieu déjà. Alors par contre, ouais, alors là on pourrait rentrer des équations dans le tableau ici. Parce qu'ici en fait, moi ce que je voudrais c'est l'impédance plutôt. Donc on va plutôt aller la chercher au marqueur, mais en fait on peut écrire directement l'équation dans le tableau si vous voulez pour qu'il calcule les impédances comme il le fait là. Hein. Donc voilà, donc à 10 Go, on a une impédance de 21 moins J 19,9. Je vais le noter à côté. On a dit 21 moins 19,9 J. Donc si vous voulez faire l'adaptation sans vous prendre la tête, donc l'adaptation, en quoi ça consiste? Ça consiste à ramener ce point au centre, sur la bague de Smith. En réalité, en physique, de quoi il s'agit? Il s'agit de faire en sorte que ce point-là, vu par ce port, présente une impédance de 50 ohms. Donc il va falloir mettre quelque chose ici au milieu. Et alors on pourrait le faire à la main, calculer à la main les composants qu'il faudra mettre au milieu. Et que c'est vraiment cool pour ça, il y a un outil qui est sympa, et le Matching Circuits.
il va le faire tout seul comme un grand. Alors là, on va pas se prendre la tête, parce que normalement je suis censé finir dans 5 minutes et j'aurais pas fini dans 5 minutes. On va le faire avec des composants parfaits. Mais vous voyez, il est capable de le faire avec des lambda sur 4, des lambda sur 8. J'espère qu'on aura le temps d'y venir dans un stream. C'est tout ce qui est microstrip, adaptation par ligne. Bref. On va prendre une L section, là ça va être du composant parfait. On va matcher un seul port, puisqu'on va juste matcher entre ici et ici. Donc on a le port 1, ça tombe bien, on a dit 50 ohms. Et on veut le matcher avec une impédance ici, d'accord, qui est de 21 moins 19,9, donc je reviens pas sur le détail, mais pour matcher, quand on travaille en complexe comme ça, il faut matcher avec faut présenter le conjugué. Le conjugué c'est le même, sauf que la partie imaginaire devient négative. Donc là on avait 21 moins 19,9, donc on va avoir pour le conjugué 21 plus 19,9. Si jamais il fallait mettre moins, vous le mettez là, essayez de retrouver ces petits. Et on a dit qu'on faisait ça à 10 Go. Et voilà. Donc là, il nous a créé une adaptation en composant. Alors les mecs habitués à la radio reconnaîtront que la valeur de l'inductance en composant c'est un peu sport. Mais ça se fait si on le fait en microstrip ou notamment en circuit intégré. Mais en composant discret, des valeurs comme ça, vous n'aurez pas. Pour la capa, ça va, hein, ça fait que 0,3 pif, ça se trouve. Ça, vous le trouverez pas facilement. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le glisser tout simplement, parce que Kuk, c'est sympa, il sait casser les lignes tout seul. Vous voyez, si on glisse comme ça, pouf, là, il a connecté le nouveau circuit d'adaptation. Donc là, si on suit ce que je dis depuis tout à l'heure, maintenant qu'on a ça, on devrait avoir le point à 10 Go en S1 qui est au centre du cercle. Donc on va tout de suite regarder. Et j'ai fait une bêtise, je crois. Ah oui, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai fait une bêtise, comment ça se fait qu'il me l'a amené là? J'ai dû faire quelque chose... Là, j'admets que je suis surpris. Est-ce que j'ai pas fait une bêtise en inversant? Ah bah alors là, on y est. Ça marchait bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah alors là, vous voyez, je suis perdu. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais il y a clairement un souci parce que j'ai adapté beaucoup plus haut. J'ai dû me tromper quand j'ai rentré des valeurs, je pense. Alors peut-être que quelqu'un l'a vu, mon erreur. Mais là... Non, pourtant on était pas mal. Ou alors c'est moi qui vois super mal peut-être. Ah, moins J19. Et on est bien à 10 Go. Hein, 10, ouais, ça fait 10 Go. Bon. Alors j'ai dû faire une erreur. On va essayer de le refaire, mais là je sais pas trop pourquoi ça marche pas. Attendez, je vais ouvrir un truc. Alors, parce que du coup sur cet ampli j'y ai bossé avant. Alors pas aux mêmes fréquences du coup. Oui. Donc par défaut il met tout dans le répertoire caché dans le haut. Mais vous voyez c'est le même ampli là. Et si ça c'était bon. Alors c'est le même ampli mais là justement j'ai fait joujou avec le bruit dedans. Et j'avais matché une autre fréquence. Bon. Alors j'avoue que je sais pas pourquoi il m'embête comme ça là. Ça devrait marcher. Bon, c'est pas grave, on va faire comme si ça marchait, hein. Tac tac, donc on a dit en impédance on avait 21 plus 19,9. Moins ou plus, je sais plus, on va tester avec moins, hop, tac. Oh non, ça va pas le faire, ça va être pire encore. Oui, c'est bien ce qui me semblait, c'était moins. Ah, quoi que... Bah non, ah bah non, ok, non, alors oui. Ah, ça c'est magnifique. Donc je viens de comprendre pourquoi. En fait, oui, alors je vous disais qu'il faut inverser avec le conjugué, sauf que oui, c'est vrai, sauf que non, c'est pas vrai. Alors, je m'explique. C'est parce que je me suis fait avoir parce que je vous disais qu'il faut pas faire comme bêtise. Le S11 qu'on voit là, il est vu du port 1. Non, enfin, il est pas vu du port 1, il est vu du port 1. Parce
que du coup, il faut matcher le conjugué de ce que présente le transistor. Donc en fait, il faut matcher déjà ce que lui affiche. Bref. C'est pas grave, quand on parlera des paramètres S, on y reviendra. Parce que ça aussi, c'est une blague. Et d'ailleurs, faites gaffe sur les datasheets, vous le verrez souvent. Vous verrez ici marqué un Z dans ce sens-là avec une flèche et un Z dans ce sens-là pour vous spécifier dans quel sens il faut voir l'impédance qui est présentée. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, vous voyez, on est revenu à 10 Go, et vous voyez ce que je vous avais dit, on est au centre et on est adapté. Et ici on a une superbe adaptation, parce que ça, la courbe bleue, je vous rappelle, en fait c'est le return loss. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a rien qui revient, quoi. Globalement, moins 60, parce qu'on est dans un monde parfait. Et vous voyez qu'en plus le gain a décollé à cet endroit-là. Bref. Ouais, j'arrive à 22h30. Et je sais pas, est-ce que je continue un peu ou pas. Si je vais d'abord vous demander, est-ce que vous avez des questions du coup maintenant sur ça, parce que ça pareil, ça allait un peu vite. En fait, je me rends compte que le format 1 heure, c'est compliqué quand même à interne dedans. Et j'ai fait grosso merdo le tour de ce que je voulais, mais pas dans les détails que je voulais. J'aurais aimé aller un peu plus loin, mais ça va être. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions ou pas? Je demande aux habituels. Franck, il faudra aussi que tu m'envoies un message et qu'on regarde ton modèle de PA que tu voulais faire en live dans KiCad. Bon. Je vois qu'il y a JB qui stat. Des questions, non, mal à la tête, oui. Alors, ouais, en fait, il faut pas avoir peur. Hein. Faut pas croire, il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Hein. Il n'y a rien de compliqué. À la rigueur, si ça vous intéresse, ce que je vais faire un petit post avec tout plein de docs web, et même quelques références de bouquins qui sont bien faits, des bouquins très ingénieurs, entre guillemets. Des bouquins très appliqués, pas trop maths, plus utilisation de tout ça. Ça peut vous intéresser. Faut vraiment pas avoir peur. En fait, au début, ça fait très peur déjà parce qu'il y a des noms complexes, parce qu'il y a des représentations polaires, tout ça. Mais très vite, surtout quand on a l'aide de ces outils-là, ça se passe bien, en fait. C'est dur à dire, mais vous imaginez pas à quel point ce qu'on vient de faire là, en 20-25 minutes, si on avait eu à le faire à la main, comme c'était le cas à une époque, on aurait chié des bulles. Et là, en fait, parce qu'en fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est plein de calculs super chiants à faire. Or là, l'avantage, c'est que ces softs-là, ils prennent en charge se faire chier avec les calculs, et ils vous laissent réfléchir plus à un niveau système. Vous voyez, finalement, on pose des blocs, ils nous génèrent automatiquement le matching, et puis comme il y a de la simu, on a moyen de voir et de valider quelle influence ont les éléments qu'on rajoute ou qu'on enlève. Donc moi mon conseil, alors peut-être pas commencer par de l'ARF comme ça, mais déjà pour ceux qui débutent en électronique, la partie Spice qu'on a vue au début, moi il faut que je le dise, hein, mais une grosse partie de l'électronique, je l'ai appris avec LT Spice. Parce que comme j'avais pas de formation électronique initialement, j'ai passé énormément de temps à bidouiller, à mettre des capas, des inductances, tout ça à mesurer. Et la beauté de ça, c'est que vous pouvez le faire sans foutre le feu à votre protoboard et sans cramer vos composants. Donc n'hésitez pas à vous lancer quoi, avec un logiciel comme ça, à poser 2-3 trucs, à essayer de mettre un petit transistor, un 2N2222, commencez par ça pour ceux qui ont besoin. Pour ceux qui savent déjà, faire de l'ARF avec ça, c'est le bonheur quoi, il suffit juste de trouver un transistor ou un ampli ou n'importe quoi avec les paramètres S qui vont bien et de jouer avec. Et après, si vous avez le moyen de faire des PCB, et aujourd'hui ça coûte plus rien, de faire tirer les PCB et de valider quel est l'écart entre votre simu et la réalité. Enfin, faut pas croire, hein, je pense qu'HDA confirmera, mais en fait, même professionnellement, on travaille énormément comme ça, quoi. Alors, ouais, pour faire joujou avec les paramètres S de façon pratique, simuler une antenne, ça peut être pas mal. Alors, en plus, l'antenne c'est cool, parce que l'antenne c'est passif. Des filtres aussi, c'est passif, c'est cool. L'ampli, si t'as jamais rien fait d'autre avec des paramètres S, tout de suite c'est plus compliqué. Parce que en fait, l'ampli, toute la complication, elle vient du fait qu'il y a un retour. Et c'est ce retour là qui est emmerdant.
c'est lui qui nous met dedans en fait, hein. C'est lui qui peut créer les boucles, c'est lui aussi qui vient, quand on touche un côté de l'adaptation, ça touche l'autre côté aussi. Donc en fait, l'ampli c'est un peu la dernière étape, je dirais. S'amuser avec des filtres et des antennes, ouais carrément. Par exemple, tu te dis bah tiens, j'ai une UHF 432 mégas, hein, et tu veux faire un filtre passeband de 10 mégas en composant, tu peux y aller. Et après, en plus, tu peux jouer vachement bien avec lui parce que si tu regardes, si t'as filter synthesis, non, c'est apparu sur l'autre écran, je vous le ramène, hop. Et ça c'est super sympa, parce que là vous allez pouvoir synthétiser directement des filtres, par exemple en quart d'onde, en step impedance, en LC ladder, tout ça. Vous allez pouvoir les calculer, les poser, les modifier, voir ce qu'ils donnent sur le schéma en les changeant. Et en plus, vous allez assez facilement, si vous travaillez en BF, pouvoir les prototyper sur une carte. Donc ouais, simuler antenne et filtre, ouais. Alors l'antenne, ce sera sans le rayonnement, donc ça par contre, hein, qu'on soit bien clair, ça va juste simuler la réflexion. Et il sera pas capable de faire autre chose. On fera quand on va faire OpenEMS, on va faire une simulation d'antenne avec son rayonnement. Et donc on va pouvoir aussi avoir ces paramètres qu'on pourra à la rigueur après, les paramètres rentrer dans Cux pour voir comment l'ampli se comporte avec cette antenne, par exemple. Ça peut être un sujet de stream assez sympa. Donc ouais, simuler antenne, en fait tout ce qui est passif. Dans les premiers temps, tout ce qui est passif, et après jouer peut-être avec de l'ampli. C'est sympa. Après l'avantage c'est que si t'as vraiment envie de faire un ampli, tu peux y aller en simu, tu vas rien cramer. Et ça reste un avantage non négligeable parce que bon là on est sur des petits MOSFET qui coûtent pas cher, mine de rien je crois qu'ils sont à 3$ pièce. Quand on commence, si par exemple à un moment tu veux faire du PA, on va vite taquiner les 50-100$ le transistor, donc ça peut devenir cher si ça crame quoi. Donc voilà, donc je vais essayer de vous faire la petite liste de liens, tout ça sympathique pour commencer et pour s'y mettre sans prendre peur. Mais il faut vraiment pas prendre peur, hein. Tout ce que j'ai fait là, c'est extrêmement simple. Tenez, je vais vous faire je parlais de filtre, donc on va le faire tout de suite. On va s'amuser avec un filtre. On va dire, tiens, on va un filtre. On va le prendre en ladder, par exemple. Donc ça c'est en fait, c'est des composants discrets. D'accord. On pourrait même lui demander en microstrip. Alors, il y en a certains qu'on peut lui demander en microstrip. Par exemple, si on lui fait ça, vous voyez, on peut lui demander à ce qu'il nous les fasse en microstrip. Donc c'est vraiment en fil. Donc on va juste faire un... Voilà. Ça, là c'est les types. Alors ça je vous conseille de regarder dans la littérature. Ça va globalement définir la vitesse à laquelle la pente du filtre tombe. On prend un Chebyshev, c'est classique. On va dire un band pass d'ordre, allez on va dire 5. La corner frequency. Ah oui, parce que c'est un passeband, donc je sais plus dans quel ordre ils le font. L'impédance, on va se mettre à 50 ohms. Microstrip, on s'en fout, on va pas le faire en microstrip. Stop frequency, stop band. Alors la corner, je sais plus comment ils le définissent en passeband, parce que en low pass, ils gardent corner aussi. Bon alors on va tricher, on va faire un low pass, comme ça je vous fais pas de bêtises. 432, et puis voilà. Les autres on peut pas lui rentrer. Et on peut lui rentrer le ripple. Le ripple on va accepter 3 dB, c'est énorme. Voilà. Et là, vous voyez, il a calculé. Donc déjà, il vous dit que c'est successful. Donc il nous l'a mis dans le clipboard. Donc c'est-à-dire que si je fais CTRL-V, voilà, ils apparaissent. On les pose. Et vous voyez, il est super sympa parce qu'en plus, il vous a pré-rempli directement une simu de paramètres S. Donc c'est une simu qui va nous générer des paramètres S. Il nous a pré-rempli les équations en dB, vous voyez. Et il a mis un petit commentaire sur ce que c'est. Donc là, on n'a plus qu'à cliquer là. On va le sauver. Hop, on a le display, vous voyez. On va faire un affichage cartésien, donc on va prendre tous ceux qui sont en dB, hein, c'est ceux qui nous intéressent. Et voilà. Vous voyez. Là on a notre filtre. On lui a demandé, je sais pas si vous vous rappelez, un 432 à la corner fréquente. Voilà. La corner elle est à moins 3 dB. Bon là j'aurais du mal à viser avec le... Voilà, elle est là. Donc vous voyez, moins 3 dB. On a la pente et tout. Et là, si on veut jouer, bah, par exemple, on peut se dire, bah tiens, qu'est-ce qui se passe si ici, je sais pas, je mets 30, non Henri, et là je mets 30 aussi. Vous voyez ? On a directement l'effet, et ça c'est super pratique. Après, bon, n'oubliez pas qu'encore une fois, là, on est sur des composants parfaits. Donc après, vous aurez tout loisir, soit ici,
ces composants-là de rentrer définition des parasites, de donner les résistances, les capas parasites et ce genre de choses, soit même si vous allez, si vous faites de la radio, que vous allez chez ATC, Johnson et les usuels suspects des fournisseurs de composants passifs de radio, vous aurez des fichiers de paramètres S. Comme les fichiers qu'on a mis sur le transistor, vous aurez pour chaque capa un fichier de paramètres S où le constructeur vous dit, moi je vous garantis que mes capas de telle valeur, elles ont ce comportement-là en fréquence, plus ou moins une marge donnée. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, vous voyez, en fait, l'outil peut faire peur, mais quand on apprend à l'apprivoiser, il remplace des centaines d'heures de boulot. Là, le fait de générer le filtre comme ça, sans rigoler, ça remplace quelques heures de boulot, quoi. À moins d'utiliser les ABAC, mais même en utilisant les ABAC, il faut quand même faire les calculs, puis il y a les risques d'erreur et tout ça. Donc voilà, et là, voilà, c'était la librairie que je cherchais tout à l'heure, tous les composants, vous voyez. Il y a des bridge diodes, il y a des diodes, il y a des FET, il y a un peu tout. Des modèles donnés par les fabricants. Refait, oui. Ça, vous pouvez le poser sur les circuits aussi. Pour la synthèse d'atténuateurs, ça c'est facile, c'est pour calculer les atténuateurs en résistance. Donc, mais même topo, quoi, ça permet de gagner du temps. Et là, le calcul de ligne, on en reparlera après. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé aussi quand on fait le design de PCB au niveau de KiCad, j'en avais déjà parlé un peu. D'ailleurs, le calculateur de KiCad, je pense, c'est le code du calculateur de Cux, parce qu'il est exactement pareil. Et en fait, ça va nous permettre de calculer les largeurs de ligne en fonction des hauteurs de PCB, ce genre de choses. Donc voilà. Donc, moi, le conseil, c'est au début du passif, en fait, le passif, ça a vraiment un avantage. Alors, en BF ou même jusqu'en UHF, on peut facilement le prototyper sans aucun risque, se rassurer ou se faire peur sur la différence de résultats qu'on a entre la simulation et le vrai circuit. Sachant qu'une simulation bien faite, je mens pas en disant ça, très habituel sur une simulation bien faite de ce genre de choses, d'avoir une différence inférieure au dB entre la mesure et la simulation. Par contre, effectivement, il faut avoir fait gaffe à son modèle. Le modèle le plus réel. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est pas trop désagréable comme stream parce que je me rends compte que c'est difficile d'aborder tous ces sujets sans faire peur, mais j'espère que ça vous a quand même. On va essayer de faire la simu OpenEMS en mode sympa et en mode peut-être plus pratique. Parce que je vous rassure, on parlera pas de Maxwell dans la simu OpenEMS. On mentionnera juste son nom. On va aller se faire un café. On essaiera de pas en parler. Parce que c'est la beauté de ces outils, c'est que d'avoir une compréhension assez générale du principe pour pouvoir les utiliser. Je dis pas, il y a des moments où il y a besoin de fouiller plus, mais ils permettent d'aborder les choses sans devoir tout de suite maîtriser le sujet. Donc voilà. Bah écoutez, merci beaucoup pour vos retours, c'est vraiment plaisir. N'hésitez pas, Twitter, Discord, tout le bordel, à me faire des retours, à me donner des idées aussi, si vous avez des idées de trucs qu'on pourrait traiter, n'hésitez surtout pas. Et puis il reste toujours le projet, il faut que je vois avec HDA pour le stream, avec du lab sur décapage de puces, réalisation du PCB, tout le bordel. On va essayer de voir ça. Dans la continuité de tout ce qui a été commencé, et je sais qu'HDA, il est chaud bouillant pour faire ça, donc ça va se faire. Connu c'est quand. Voilà. Bon. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et à ceux que je vois demain au lab, à demain du coup. Ciao ciao.